Le déclic, c'est un format d'épisode qui suit, en version courte, le modèle de ce que je propose en accompagnement individuel avec mon organisme de formation Pédagogie en mouvement. Une personne rencontrée, une problématique exposée, des pistes de travail inspirantes et des solutions très concrètes pour y répondre. Aujourd'hui, je réponds à la question de Laurine. Elle est animatrice, coach, danseuse et elle arrive avec cette problématique: comment se sentir légitime par rapport à nos connaissances anatomiques et faire valoir notre légitimité quand on est professionnel du mouvement. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Bonjour Laurine, bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast. Bonjour Anne, merci pour ton invitation. Laurine, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour commencer par présenter, si ce n'est ton parcours, en tout cas ton activité actuelle, et puis juste après, je te poserai la question de la problématique avec laquelle tu arrives aujourd'hui. Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, je m'appelle Laurine, j'ai 32 ans et j'habite en Ardèche. Donc j'ai un passé de danseuse au Conservatoire de Toulouse. J'ai fait des études dans la psychologie et le domaine culturel, mais beaucoup de choses, me faisaient revenir au corps. Alors j'ai passé un diplôme dans l'animation sportive. J'ai accompagné et j'accompagne encore aujourd'hui des publics adultes et seniors en cours collectif dans des associations d'Ardèche. J'accompagne aussi avec mon entreprise Corps éveillé, où j'ai la casquette de spécialiste en mouvement et en rééquilibrage corporel, donc depuis là tout récemment. Je me suis formée de manière approfondie en pratiquant avec des ostéopathes, des kinés et en suivant une formation individuelle en anatomie avec toi, Anne, dans le but donc de vulgariser l'anatomie, l'apporter aux gens de manière ludique et résoudre ainsi les problématiques ou bien leur apporter des connaissances sur leur corps. L'idée, ce n'est pas de faire des exos, mais de comprendre ce qui se passe dans leur corps, d'identifier l'origine de leurs tensions et surtout de leur donner des outils concrets pour devenir autonomes. Ma pédagogie repose vraiment sur ça, rendre la personne actrice de son propre corps. Je transmets à travers le ressenti, l'observation et la compréhension. On ne corrige pas juste un mouvement, on apprend à se lire soi-même. Et c'est beau ce que tu dis à la fin. Est-ce que ça fait partie de ta pépite à toi, de presque ta valeur ajoutée, ce qui te caractérise? Alors ma petite valeur à moi, c'est l'autonomie. Je ne cherche pas à rendre les gens dépendants de moi, mais au contraire de leur donner les clés pour qu'ils puissent seuls comprendre, ajuster et prendre soin de leur corps dans leur temps. Parce qu'au final, le corps évolue en permanence. La vraie richesse, c'est d'arriver à dialoguer avec lui. Et d'ailleurs, cette réflexion m'accompagne aujourd'hui dans l'écriture d'un livre qui verra bientôt le jour. Eh mais ça, c'est le scoop, parce que je le savais pas. C'est top, c'est top. Alors tu disais, on a déjà travaillé ensemble, tu as suivi de nombreuses séances d'accompagnement, individuel, justement avec des apports anatomiques pour pouvoir, construire tes propres ateliers. Mais aujourd'hui, tu arrives avec une problématique qui est complètement différente, qui est, très transversale, dans laquelle je pense plein de personnes qui écoutent le podcast, plein de pédagogues vont se reconnaître. Alors oui, quand j'ai commencé dans l'animation sportive, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. On me croyait pas trop et du coup, c'était compliqué parce qu'on est juste animateur et pour les personnes, beh, on connaît pas forcément, trop le corps ou je sais pas, on n'est pas médecin, on n'est pas, spécialiste. Donc du coup, la problématique aujourd'hui, c'est que les étiquettes et préjugés autour des animateurs sportifs. Comment surmonter les stéréotypes qui remettent en question la légitimité des animateurs en matière de connaissance du corps et de la pédagogie? Alors, première question, pour que moi je t'aide au mieux, faut que tu m'aides à t'aider. Quand tu parles de légitimité, est-ce que c'est de légitimité de toi vis-à-vis de toi-même?
Est-ce que c'est de légitimité par rapport à tes élèves, tes pratiquants, pratiquantes, adhérents, adhérentes? Est-ce que c'est la légitimité par rapport à tes collègues? Est-ce que c'est la légitimité par rapport à, des lieux, des structures, des associations, des centres dans lesquels tu enseignes? Est-ce que c'est de la légitimité par rapport à tes proches? Parce que ça peut exister aussi. C'est quel type de légitimité sur laquelle tu sens qu'il y a un quand je dis un défaut, c'est pas péjoratif, hein, c'est au sens premier, un manque de légitimité? Je pense que c'est le lieu qui aide pas forcément en association. Les salles de sport peut-être encore un petit peu, mais on a quand même l'image que l'animateur, sportif, s'y connaît un peu plus parce qu'il a fait des plus longues études. On part du principe que parce que la personne a fait des longues études ou a beaucoup de compétences et de diplômes, qu'elle s'y connaît mieux qu'une autre personne. Donc en association aussi, c'est vis-à-vis des adhérents qu'il y a ce problème-là. Donc on va répondre à une problématique physique et la personne, soit elle accepte, soit elle refuse d'entendre, mais elle va surtout rebondir en disant que, bah, elle a un médecin, un kiné, un ostéopathe qui répondra à sa demande et très souvent le retour c'est que, bah, c'est ce que je disais, quoi. Mais il y a besoin de confirmation et surtout, bah, de se tourner vers des professionnels, qui ont, vraiment une pancarte, quoi. Alors dans ce que tu dis, ça m'évoque plein de choses et je pense on peut déjà commencer par faire du tri. La première, c'est que même si on est capable de lire le corps d'une personne, de proposer des exercices avec des adaptations personnelles et de faire en sorte que la personne progresse, sur son propre, chemin de mouvement et son propre chemin d'apprentissage, néanmoins, on n'est pas thérapeute. Et ça, c'est hyper important. Je pense pas du tout que tu te situes toi-même comme thérapeute, hein, loin de là. Mais ça pourrait être un risque en fait, qu'il y ait une espèce de dérive et je vais citer un exemple, ça va peut-être te faire rire et faire rire aussi les personnes qui écoutent l'épisode. C'est un collègue qui travaillait dans une école du dos en Espagne, donc il prenait la suite après, le travail que faisaient les patients-patientes avec des kinés, donc ça devenait lui, éducateur sportif des clients-clientes et un jour quelqu'un lui dit: «Ah là là, j'ai ci, ça, machin», tu vois? Qui décrivait plein de pathologies. «Qu'est-ce que je fais?» Et lui il a regardé, il a dit: «Beh, tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire tu vas voir un médecin». Donc première chose, c'est vraiment, je pense important de situer le cadre dans lequel on est. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que par expérience d'accompagner plein de professionnels du mouvement, parfois on se retrouve un peu avec la cour des miracles quoi, des personnes qui ont des pathologies qui ne relèvent pas complètement, de nos métiers. Donc c'est pouvoir se positionner et de renvoyer vers des professionnels de santé, hein, sans avoir aucun problème, à pouvoir faire ça. Ceci étant dit, il y a quand même une chose qui moi me fait toujours tiquer. Tu sais, c'est à la fin d'un stage où moi on me dit: «Mais vous êtes aussi kiné ou vous êtes que formatrice?» J'aime bien le «que». Comme si la connaissance anatomique, la connaissance du corps en mouvement, ça n'appartenait, pardon, qu'aux gens du milieu médical ou paramédical. L'anatomie, c'est la connaissance de la structure d'un organisme vivant, ça appartient à tout un chacun. Et en fait, moi, j'ai l'impression que derrière la question de la légitimité, en fait, c'est ça qui se cache. C'est de se dire que l'anatomie, ça appartient à monsieur et madame tout le monde. Et que connaître l'anatomie, transmettre l'anatomie, c'est pas de l'exercice illégal de la médecine. On est très très loin de tout ça. Je sais pas si déjà ça, toi, ça te parle et que c'est à cet endroit-là, qui a cette problématique ou pas? Ah oui, bah, c'est qu'ils partent du principe qu'on sait juste, dire, squat, fente, des choses basiques, mouvements de bras, très scolaires et pourtant on étudie quand même en parallèle l'anatomie, beaucoup d'autres choses. Mais c'est sûr qu'après c'est un choix propre à nous que, comme j'ai fait avec toi, prendre, des cours individuels à part pour encore plus, apprendre dans l'anatomie. Mais c'est sûr que c'est vraiment à la portée de tous, comme beaucoup d'autres sujets et c'est juste, les personnes qui, la société d'aujourd'hui, c'est un peu particulier quand même. Les personnes sont tellement préoccupées par plein de choses que, déjà ils prennent même pas soin d'eux, de leur corps, ils sont même pas dans le ressenti. Tant qu'ils ont pas une forte douleur, ils vivent dans leur corps mais sans vraiment vivre à l'intérieur. Ils vivent à côté. Donc et que quand ils ont une grosse douleur, là, il faut attendre que ça soit très, très fort pour se tourner vers nous. Donc on redirige vers des personnes, mais là où, ce que j'ai expliqué tout à l'heure,
qu'ils écoutaient que les médecins et cetera, c'est quand, par exemple, ils ont mal au nerf sciatique. Donc j'explique comment on peut les tirer. Ça les comment dire? Ça y Comme ça, il y a pas besoin de prendre rendez-vous avec un ostéopathe pour qu'il donne exactement le même exercice que moi j'ai appris dans mon parcours. Et donc il y a des personnes qui accueillent ce que je dis et il y a des personnes qui disent: «Oui, non, non, je n'ai pas envie, en gros de me faire toucher, manipuler et tout ça», et qui préfèrent aller voir l'ostéopathe et qu'en revenant, ils disent: «Bon, ben il m'a fait faire le mouvement que tu me disais». Là, j'aurais presque envie de te dire de te, protéger. Parce que si la personne, elle est, contre toi, pas contre dans le sens: elle vient avec», non, contre dans le sens, opposition. Heu, Tu sais, c'est cette fameuse phrase: «On peut amener les chevaux à la rivière, mais on ne peut pas les forcer à boire». C'est-à-dire si la personne, elle ne souhaite pas entendre ce que tu as à lui dire, tu pourras pas la forcer, en fait. Tu vois, ça il y a un truc où ça va potentiellement plus la braquer qu'autre chose. Je sais que c'est hyper difficile à entendre quand on est pédagogue. Moi, la première, en fait. C'est même dans mes relations, j'allais dire amicales, je me dis: «Mais on échange, en fait, on évolue de concert en échangeant avec l'autre». Non, pas du tout. Il y a des gens, ils ont pas du tout envie de bouger et donc sur ça, tu n'y pourras rien. Par contre, ce que tu peux dire, c'est une fois que la personne te fait ce récit d'expérience, de dire: «Beh, je suis allée voir mon ostéo», en effet, tu as bien fait, c'est une personne qui est spécialisée et quand elle te fait ce récit-là, de dire: «Ah ben le mouvement, ça ressemble à ce que je t'ai fait faire», de dire: «Mais oui, en effet, non, c'est ressemblant ou c'est le même type de geste», parce que même sans être thérapeute, tu sais, j'ai une formation, heu, minimale de base, avancée, poussée, tu vois? Tu mets le curseur où tu veux, en anatomie, qui fait que je peux construire, des un protocole de mouvement, des séances, des exercices, qui vont pouvoir vous aider et t'aider au mieux. Tu vois? Donc c'est finalement, avec le retour d'expérience de la personne que tu vas valider ce qu'elle, elle a vécu, de dire: «Ah ben oui, finalement, Laurine, c'était le même qu'exercice qu'avec toi». Intérieurement, toi, je suis sûre, tu es en mode: «Oui, ben, je le savais». Mais de pas forcément le présenter comme ça c'est notre embrouille, en interne entre pairs, on peut se dire ça. Mais de dire: «Oui, oui, en effet, l'exercice, il va être ressemblant et ben dans les prochaines séances, je vais vous le faire refaire cet exercice». Tu vois? Hop et du coup, tu poses une carte où finalement, tu n'es pas allé contre la personne, en opposition avec la personne, tu vas dans son sens, peut-être après coup, mais c'est toujours ça de prix quand même, parce que la personne, elle va rester dans tes cours et elle va, peut-être à partir de ce moment-là, ça va lui faire tilt, là aussi, elle aura un déclic et de comprendre la pertinence de tes propositions et même si c'est après coup, c'est quand même gagné et pour elle et pour toi, parce qu'elle va saisir, voilà le la pertinence de ce que tu donnes, le bagage que tu as aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des choses à faire en amont, mais je me dis au moins, là, tu as une carte à jouer après déjà et où la personne, elle s'est pas braquée. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben c'est vrai qu'au début, ça pouvait vexer un petit peu et du coup, maintenant je prends du recul, j'accepte, je me dis: «OK, très bien, bah, va voir le spécialiste, il y a pas de souci». Et quand la personne revient et m'en parle, bon, ben du coup, je fais comme tu dis. J'attends le retour, l'explication et du coup, j'y mets ma petite touche ensuite, qui est mieux acceptée, effectivement. Mais c'est comme s'il y avait besoin d'une petite validation, voilà. Ouais, mais à partir de là, la validation, en fait, elle aura été là et le mieux, c'est que la personne, elle s'en est rendue compte d'elle-même. Tu vois, il y a pas eu de forcing, il y a pas de cheval à la rivière qu'on force à boire, de et donc elle va potentiellement plus facilement revenir vers toi après, même si je comprends intérieurement, nous on ronge notre frein parce qu'on sait que, des discours de coach, sportif, d'animateur sportif, c'est pas concurrentiel avec des gens du milieu de la kiné ou de l'ostéopathie, hein. On on travaille avec des comment dire? Des outils qui sont très différents, mais sur la même matière corps quoi, finalement. Donc il y a vraiment des endroits sur lesquels on peut se rencontrer. Néanmoins, il y a aussi, je trouve, des choses que tu peux mettre en place, en amont pour que les personnes se rendent compte du bagage que tu as.
Tu sais, parfois, je fais un comparatif, ça me fait tellement rire. Je me souviens du programme en terminale en histoire géo, c'était l'agriculture aux États-Unis et je me dis: «Mais on sait tous et toutes, quasi positionner New York sur une carte». En tout cas, on le met sur la bonne côte, hein, entre est et ouest. Par contre, on ne sait pas positionner, définir, montrer où est la hanche sur nous-mêmes quand on est monsieur et madame tout le monde. Les gens, ils vont montrer le haut du bassin, les crêtes iliaques, ils vont parler de la hanche morphologique, mais l'articulation de la hanche, la coxo-fémorale, une à droite, une à gauche, ils savent pas forcément dire où c'est, comment ça bouge, qu'est-ce qui fait que la hanche, elle a ses possibilités de mouvement ou ses limitations, etc. Bah, la phrase que je viens de te dire, de dire: «Hey, vous savez, placer New York sur une carte ou Paris sur une carte», enfin ce que tu veux, Montauban, j'en sais rien. Et de dire: «Et c'est où la hanche sur vous?» Et qu'en fait, les personnes vont te montrer des trucs complètement déconnants, qui sont la hanche morphologique, hein, donc je vais voilà, mais c'est pas la hanche anatomique, c'est pas l'articulation et de leur dire: «Bah, en fait, je vais vous montrer». Et ben, petit à petit, tu vas planter des graines comme ça où les personnes, elles vont avoir une révélation, pas forcément sur ton parcours à toi, mais sur elles-mêmes grâce à ton discours. De se dire: «Ah ouais, ah c'est là la hanche! Ah la cheville, elle fait que du flex pointe, elle fait pas des ronds. Ah ouais, l'épaule, il faut 5 articulations. Ah, j'avais jamais pensé que l'omoplate, elle bougeait comme ça par rapport à la cage thoracique. Tu vois, l'air de rien, tu vas amener des choses et ce petit moment de révélation, tu dis: «Ah oui, ça c'est de la connaissance anatomique, je vais vous y amener petit à petit» et cetera. Et donc ça va permettre de transférer plutôt, cette espèce de tilt qu'elles ont sur elles-mêmes, qui est très beau en fait, à faire vivre aux gens aussi, à ta légitimité à toi. Te dire, tu vois, elles vont pouvoir, dans un dîner en rentrant chez elles ou au cours d'après, dire: «Ah ben dis donc Laurine, j'ai pensé à toi, hein, parce que maintenant moi je sais, où c'est exactement la hanche ou comment bouge la cheville». Elles vont aussi s'en rendre compte en confrontant ces connaissances-là que tu leur auras amenées à d'autres monsieur et madame tout le monde croisés, dans le vestiaire, à une soirée, au goûter des enfants de l'école ou au club de foot. Tu vois, petit à petit, c'est de planter des graines qui vont, donner à voir tes savoirs et tes savoir-faire. Est-ce que ça te parle? Alors on en avait déjà parlé, nous, en privé. Tu m'avais dit petit à petit, voilà, commencer à parler, à faire glisser pendant le cours, un peu d'anatomie, simple, basique et du coup, c'est vrai que cette année, j'ai osé le faire et ça a été plutôt bien accueilli. Parce que c'est toujours, dur de trouver une assurance, surtout en anatomie parce que c'est vu comme quelque chose de difficile, de particulier et justement vraiment que pour le côté médical. Donc le mettre à la portée comme ça de monsieur et madame tout le monde, ça reste compliqué et on a peur de créer des blocages et en fait, non, c'est très, très bien passé. Ils se sont rendus compte, de leur propre corps, des ressentis, beaucoup dans le ressenti puisqu'ils ont pu, comprendre les zones, le voir sur d'autres, sur eux-mêmes, sur moi, même à travers des images. Ça aide aussi beaucoup de visualiser, puisqu'on peut pas se voir à l'intérieur, mais de voir à travers une photo, et ils sont surpris et ça leur apprend plein de petites anecdotes et souvent ils retiennent. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps, ça fonctionne et ça devient un automatisme, en fait. Et c'est important ce que tu dis, c'est ils retiennent. Donc ce qu'ils retiennent, c'est de la connaissance anatomique. Ça, c'est une carte sur laquelle tu as appris à jouer quoi finalement. Tu t'es fait confiance, tu as pu amener tes connaissances à toi. Mais là, moi ce que j'entends dans ta problématique liée à de la légitimité, c'est pas seulement qu'ils retiennent les connaissances anatomiques que tu leur transmets via des ateliers, c'est qu'ils retiennent que ces connaissances anatomiques, elles viennent de toi avec ton parcours et que tu es, animatrice, slash coach, et cetera et danseuse, à la base et ça pour moi, c'est une autre carte à jouer, en fait. Et peut-être que tu peux, j'allais dire aller un petit peu plus loin, tu vois? Pousser le curseur un petit peu plus loin. Tu peux aussi, soit leur faire des quiz pour qu'ils se rendent compte, qu'ils et elles se rendent compte qu'ils ne savent pas. De dire: «Tiens, c'est où le haut de la colonne?» Alors les gens, ils vont te montrer sûrement tu vois, les cheveux à l'arrière du cou, l'endroit du col et cetera. Si tu leur dis que c'est juste sous le trou des oreilles, ça va peut-être les surprendre, tu vois? Là, c'est quasi à l'arrière de la bouche. Ça peut être des choses comme ça où justement il y a, comme ce que je te disais tout à l'heure, une espèce de petit déclic et de dire: «Tiens, est-ce que vous auriez pensé ça?»
et de dire: «Bah, ça, je peux vous l'amener de par mon bagage en anatomie». C'est qu'il faut aussi que tu puisses, bien asseoir cette légitimité-là, que les personnes le voient. Pas juste qu'elles voient de la connaissance anatomique, mais qu'elles voient que c'est toi qui en as, et donc ça, il faut faire en sorte que leur regard vienne dessus. De dire: «Beh, ça c'est ma formation. Ah ça c'est la dernière séance que j'ai suivie» ou «Ah tiens là il y a un stage, j'ai découvert que», et cetera, et j'ai envie de vous le transmettre. Pour que petit à petit les gens non seulement ils découvrent des choses sur eux-mêmes, hein, c'est un peu, le cœur de nos métiers, mais surtout qu'ils se rendent compte que, tu t'amènes pas les choses, au doigt mouillé, tu vois? Dans le sens du vent. Que c'est construit, que c'est des savoirs que tu as, et donc qu'ils arrivent à transposer ça à toi, vraiment. Tu sais, je vais te dire une phrase qui est pas de moi, qui m'a été dite, par Cécile Lemouteux, que j'avais interviewée dans un précédent épisode, qui intervient dans la formation en pédagogie Dynamo. Elle intervient sur les biais cognitifs, mais là, rien à voir. C'était, un moment où je recevais moi-même, une supervision, et elle m'a dit: «Mais Anne, en fait, tu le vulgarises beaucoup. Tu vulgarises beaucoup et tu vulgarises tellement bien que les gens pensent que c'est simple». Tu vois? Que les connaissances, elles sont extrêmement simples, tu vois? Que tout le monde peut les avoir, et que le fait de vulgariser, c'est facile aussi. Et ben, en fait, c'est ça qu'il faut déjouer, et elle m'avait donné ce conseil que je trouvais très précieux, c'est par moment, il faut aussi témoigner de sa propre expertise. De pas avoir peur, par moment, c'est rare que je dise ça parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a comme credo la vulgarisation, mais d'amener une phrase d'anatomie qui est un petit peu plus compliquée, que tu vas leur traduire. Ah, tu vas me dire: «Mais pourquoi amener un truc compliqué?» Justement, tout ce que tu dis, Anne, c'est pour te mettre au niveau des gens. Oui, mais justement, c'est de montrer momentanément, que tu es pas exactement au même niveau, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif pour les gens, hein, mais c'est tu as des connaissances que les gens, ils ont pas. C'est aussi simple que ça, tu vois? Au sein du cours, et donc de mettre ça en exergue, de 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 comment dire? C'est un peu terrible si je dis ça, je sais, et vous savez pas, tu vois? Parce que je pense pas du tout la pédagogie sur ce plan-là, mais quand même, momentanément, on a des connaissances que les gens n'ont pas, et donc si tu veux qu'ils se rendent compte de ça, c'est quelque part leur faire remarquer, et ça peut passer par une petite phrase l'air de rien, avec de la pure terminologie anatomique dedans, que tu vas être en capacité, juste après, de leur traduire. Tu vois? C'est pas pour le plaisir de l'esbrouf et de leur en mettre plein la vue, mais qu'ils se rendent compte, «Ah oui, je comprends rien. Ah OK, elle est en train de m'expliquer», et tu nommes ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire: «Ça, je vais vous le traduire». Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est quand même compliqué parce qu'il faut avoir de l'assurance soi-même. Donc partir d'un truc compliqué, d'une phrase un peu plus complexe, oui, ça montre, quand même que tu as des connaissances puisque pour eux, on leur parle chinois. Mais du coup, ça attire quand même leur attention, et ensuite en expliquant, beh, c'est vrai qu'ils sont très attentifs. Donc ça ils sont à l'écoute, complètement à l'écoute, et il faut vraiment que ça soit ludique aussi. Ça fonctionne, que si on reste trop à travers des mots, trop, anatomiques, ça la réception, bloque à un moment donné. Donc j'ai remarqué que l'amusement, vraiment le côté ludique, en créant aussi des images à travers des histoires, ça fonctionne bien. Oui, mais tu vois, dans ce que tu dis, pour moi, il y a 2 plans différents. Parce que quand tu dis: «Je passe par des images», alors ça peut être, des planches d'anatomie que tu montres, des images verbales, le fait que ça soit ludique. Ça, en fait, tu es en train de vulgariser. Donc ça, c'est quelque chose qui se déroule. Sauf qu'en fait, si tu veux que les gens se rendent compte que tu as les connaissances, c'est pas ce plan-là, en fait, sur lequel il faut amener leur regard. C'est le fait que toi, les connaissances, tu les as. Et donc, amener leur regard sur le fait que les connaissances, tu les as, ça peut être, comme ce que je disais à l'instant, parler, comme tu dis, quoi, du chinois, de la terminologie anatomique, où les personnes vont à rien comprendre, et de leur dire après: «Je vais traduire cette phrase-là, je vais vous expliquer», et en fait, c'est une façon de dire: «Regardez, j'ai des connaissances et je suis en capacité de pouvoir vous la transmettre au mieux». Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose qu'ils s'emparent de connaissances anatomiques. C'est pas ça exactement le sujet. Le sujet c'est qu'ils se rendent compte que toi, tu les as. Donc c'est un autre endroit sur lequel, attirer l'attention. Au même titre que, à d'autres moments, tu pourrais aussi, parler très clairement de formations que tu as fait.
tu vois, d'une découverte que tu as faite, d'un parcours que tu as fait, de dire: moi au départ, j'en sais rien moi, tel enjeu, telle structure, je ne connaissais pas du tout et puis en me formant à tel endroit ou dans ma formation initiale ou, ce week-end en bouquinant, tel ouvrage, ça m'a rappelé que ou je me suis rendu compte que ou et j'ai envie de vous partager cette connaissance-là, cette connaissance que j'ai et de nommer comme tel le fait que tu as des connaissances et de pas avoir peur de le faire. Parce que là aussi tu disais: «C'est pas évident». Je me demande si la peur de, nommer les connaissances que l'on a, le parcours que l'on a, la formation initiale continue que l'on a et cetera, ça vient pas du fait qu'on se sent plus petit que d'autres personnes. Tu vois? Plus petit que, un ou une médecin, plus petit que un ou une kiné. Bah, on a des connaissances qui sont pas au même endroit. C'est-à-dire un ou une médecin, tu lui demandes de driver l'énergie d'un groupe, il ou elle sait pas le faire, c'est pas son métier. Bon, bah, moi je vais pas, savoir ce qu'il faut pour, soigner, une rhinopharyngite de je ne sais quoi, tu vois? Ou opérer quelqu'un. Donc de pas avoir peur et je crois qu'en fait, de ne pas se leurrer sur notre propre niveau de connaissance. Bah, OK, on n'a pas fait médecine, mais des connaissances sur le corps, on en a. D'abord, on a des connaissances sur le corps qui sont empiriques, sensorielles, sensibles, voire même, liées à des domaines artistiques. Ce sont des connaissances. C'est pas un moindre endroit et après on a aussi des connaissances qui peuvent être, anatomiques, physiologiques, de bioméca et cetera. Ce sont des connaissances aussi et qui vont nous permettre, de savoir mieux lire le corps, proposer des adaptations individuelles, construire une séance différente et cetera. Donc ces connaissances, en fait, on les a et au besoin, je te ferai faire un exercice après et vous qui écoutez l'épisode, vous pourrez le faire aussi, c'est de lister les champs de compétences que l'on a. Il n'empêche que, le fait de les nommer comme tels, tu es pas en train de te prendre pour Napoléon. Tu nommes ce que tu sais. Mais dire ça, ça veut pas dire que tu sais tout sur le monde, que tu sais tout mieux que la personne qui te fait face. Mais ça veut dire, ça par exemple, je le sais. De dire le nombre de cervicales qu'il y a et que c'est pas le même nombre que les lombaires, tu le sais en fait. Donc c'est point, je sais pas comment dire, tu vois? C'est là quoi finalement. Et c'est aussi de ne pas leurrer la personne qui nous fait face par rapport à l'endroit de nos connaissances. Parce que parfois ça fait un petit peu peur de dire: «Ça je sais, mais ça je sais pas». Mais on n'est pas censé tout savoir en fait non plus, ni sur le monde, ni sur l'anatomie. Et ça peut être ça aussi, de dire tel et tel paramètre, là je connais moins bien, là il faut que je me renseigne pour te donner une réponse, là j'en sais rien, moi je suis pas, thérapeute donc je ne sais pas. Par contre ce que je sais c'est ça et donc de pas avoir peur de nommer ce qu'on ne sait pas et de s'appuyer sur ce que l'on sait, quitte à se faire des auto-quiz, tu vois? De pour savoir un peu où on en est par rapport à l'anatomie. Heu, voilà, mais d'oser dire les endroits où on a des connaissances, sans problème. Oui, tu as raison, mais c'est dur de se vendre quand on n'a pas l'habitude. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler dessus. Hem, mais c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir, honte ou être bloqué ou avoir peur. Mais c'est vrai que les peurs, on en a, ça se réveille très facilement pour la moindre petite chose. Donc faut passer au-dessus, avoir confiance en soi et ne pas commencer à penser, par rapport au regard de l'autre qu'on a en face. Ça, on y pense après. Mais il faut aussi accepter, voilà, de pas tout savoir. Ça, des fois, c'est un peu difficile parce qu'on sent que la personne en face a des attentes et qu'on va pas forcément y répondre et du coup, on peut, s'auto-juger, se rabaisser. Donc comme tu parlais, donc je vais pas dire pas pyramidal ou sorte, le médecin, il va être toujours au-dessus de nous, enfin les spécialistes au-dessus, nous on est en dessous. Donc c'est vrai qu'ils ont plus de connaissances que nous, mais on a aussi d'autres connaissances qu'eux n'ont pas en fait, on se complète tous et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est que les endroits de connaissance, de savoir et de savoir-faire ne sont pas les mêmes. Moi, demain, je vais pas me réveiller, je me brosse les dents, je vais opérer quelqu'un. Mais le chirurgien, la chirurgienne, il va pas aller donner un cours de danse, un cours d'anatomie, former des gens à la pédagogie. C'est pas son métier, en fait.
Savoir lire un corps dans le mouvement, proposer une adaptation, avoir de la précision des mots dans le discours, rythmer son discours, s'occuper d'une personne en individuel pendant qu'on donne un cours à 15 personnes, parler pendant qu'il y a de la musique, rester en rythme et élaguer le discours et cetera. Il sait pas le faire, en fait et c'est pas ça qu'on lui demande. D'accord? Donc nous, on nous de pourquoi est-ce qu'on nous demanderait d'avoir des connaissances, d'un niveau, j'en sais rien moi, chirurgien, savoir où passe, tel nerf de machin truc, dont on n'a pas du tout besoin pour nos cours? Tout est dit, il y en a pas besoin pour nos cours. Mais par contre de ne pas comment dire? Se sentir avec des moindres connaissances. Je dis ça, mais je te comprends, je me revois à la vingtaine, croiser dans un supermarché des amis de mes parents qui me disent: «Alors Anne, toi, qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Bah, moi, la danse toujours», tu vois? J'étais dans un centre de formation, 25 heures de danse par semaine et cetera et là, j'ai eu cette réponse incroyable, mais on l'a tous et toutes eu, je pense, hein, peu importe le milieu. Ça a été, «Non, mais ça, c'est pas important, qu'est-ce que tu fais vraiment?» Et je me dis: «Tiens, est-ce qu'on aurait dit la même chose à mon frère ingénieur informatique? Je ne suis pas sûre», tu vois? Et donc je me dis, on est quand même des professions qui, souffrons, socialement d'un manque de reconnaissance. Mais si on veut que cette reconnaissance, elle ait lieu, la reconnaissance, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait de la connaissance, donc que soient connus, les savoir-faire que l'on a finalement. Et ils ne pourront être connus et reconnus des autres que si on sait les nommer de nous-mêmes. Et c'est là où je trouve qu'il y a un exercice à faire, c'est d'aller lister un peu comme un tu sais du mind mapping, ou un tableau, qu'importe, mais tu vas te faire des espèces de bulles avec des champs de compétences. C'est-à-dire tout ce qui concerne guider un groupe, tout ce qui concerne le discours, tout ce qui concerne lire le corps, analyser le mouvement, proposer des adaptations, tout ce qui concerne, le lien avec la musique si on en utilise, avec des objets, du matériel si on l'utilise, tout ce qui est la gestion, je vais dire plus, sociale, humaine, tu vois? Savoir, un peu viser le miroir sur des premiers cours en début d'année et cetera. Mais tout ça, c'est des choses qu'on sait faire en fait, à des degrés qui sont différents, avec, des endroits quand même un peu une patte qui va être différente suivant la discipline qu'on enseigne, suivant notre propre parcours aussi. Mais c'est des savoirs que l'on a et donc là, c'est d'ouvrir, une double page de cahier, un mood board, ce qu'on veut, un outil, informatique. Moi, j'aime bien avoir un grand cahier, tu vois? Une grande feuille A3 où je note des choses et puis chaque fois que je passe devant, hop, je note. Ça peut être des petits post-it, hein, peu importe la façon de le faire, mais de se dire: «Je liste, je pose noir sur blanc tous les savoirs et les sa» c'est pas la même chose, les savoirs et les savoir-faire que j'ai, pour commencer par s'en rendre compte soi-même. Parce qu'on va avoir du mal à nommer des choses que l'on ne reconnaît pas en soi-même. Tu sais, ça me fait un peu penser à certains mots de la langue française. Je ne sais pas s'il y en a certains comme ça, où tu sais où est-ce que tu les as appris. On s'en souvient pas. Moi, je me souviens du mot, plainte, plainte, la plainte des murs. C'était dans une dictée en CM2. Je me souviens du mot, idoine, ça veut dire, adéquate. C'est un quelqu'un qui me l'a appris il y a 4 ans, tu vois? C'est un mot que je connaissais pas. Mais sinon, tous les autres mots que je suis en train d'utiliser là maintenant, je ne me souviens maintenant, quand est-ce que j'ai appris le mot maintenant? Je m'en souviens plus du tout, tu vois? Et donc il y a des choses qu'on sait tellement bien faire, on ne se rend plus compte qu'on sait les faire. Et donc commencer par les lister pour nous-mêmes, c'est ça qui permettra après qu'on les nomme à d'autres et qu'il y ait une reconnaissance que l'autre nous porte. Pourquoi? Parce qu'il y a de la connaissance. Parce que les gens, ils ont aucune idée de ce que comportent tous nos métiers. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur quelque chose, quand tu dis que les personnes se rendent pas compte de tout ce qu'on fait en 1 heure, rien que pour l'animation collective. J'ai, une stagiaire cette année qui s'appelle Anne et du coup, bah, je me rendais pas compte de tout ce que je faisais pendant mon cours tellement c'était automatique et inconscient et c'est elle qui, qui me faisait des remarques, on en discutait après le cours et j'étais surprise et flattée, mais surtout surprise parce que je m'en rendais pas compte. Donc quand tu dis que c'est bien de le lister, je pense que si elle avait pas été là à me le dire, j'aurais même pas su moi-même me lister les choses. Donc effectivement, voilà, j'ai fait là une petite liste pendant que tu parlais, que, il y a la musique qu'on doit gérer, le mouvement des personnes et chacun son niveau. Aussi, le temps de répétition de chaque mouvement
les douleurs qu'a chaque personne, leurs blocages. Il faut arriver à les motiver. Donc il y a tout ce qui est la psychologie, le social, parce qu'il y en a qui ont besoin tout le temps de parler avant le cours, après le cours ou entre copines, donc ou qui ont des questions, par rapport à leurs problématiques. Le matériel, le timing, en 1 heure à arriver à faire tout ce qu'on aurait voulu faire et avoir l'attention. Voilà, tout ce qui est dans la pédagogie, l'écoute, l'attention, voilà, qu'à la fin du cours, ben, on sente qu'on a réussi à transmettre correctement ce qu'on voulait. Oui, à atteindre ses objectifs. Mais même ça, en fait, déterminer un objectif, quel mode de transmission on utilise pour ça, comment est-ce qu'on valide qu'on a rempli l'objectif, tout ça, c'est des savoir-faire, en fait, tu vois? Donc tu peux même après et je vous invite, si jamais vous faites cette grande, carte mentale, à détailler chaque paramètre. Tu as cité la musique, mais il y a des milliers de choses à dire sur la gestion de la musique. Est-ce que c'est un fond sonore ou pas? Est-ce qu'on se base sur la pulse, sur l'instrumentation et si oui, laquelle? Tu sais, être même sur la qualité du temps. Est-ce que c'est binaire, ternaire, le nombre de temps dans une mesure? Savoir assortir le mouvement à un phrasé donné. Mais tout ça, tout ça à chaque fois, c'est des savoir-faire. Et si jamais, les personnes qui nous écoutent, vous, n'utilisez pas de musique, transposez tout ce que je viens de dire au discours, à la voix et au rythme du discours qu'on utilise. Faire rentrer des consignes dans le temps du mouvement, par exemple, il y a des techniques où le mouvement, il dure le temps de la respiration. Bah, tu vas pas faire un truc qui dure 18 minutes pour l'inspire, en fait, ça marche pas, tu vois? Mais c'est des savoir-faire et donc de pas avoir peur de vraiment détailler chaque savoir-faire et parfois ça va nous permettre aussi de se rappeler d'où ça vient. Tu vois, ça peut être une rencontre, ça peut être parce qu'on a galéré, avec, un ou une élève, même si c'était il y a 5, 10, 25 ans, puis on s'en souvient encore, on a trouvé une solution à ce moment-là et donc de se dire aussi que c'est pas le fruit du hasard, hein. C'est la première phrase que je dis, sur le la bande annonce du podcast, c'est la pédagogie, c'est pas une bonne fée qui se penche sur le berceau des uns, des unes et pas des autres. La pédagogie, ça se travaille et donc une fois que toi tu as listé tout ça, tu peux aussi le nommer aux personnes et quelque part le faire valoir en tant que tel. Et ça va beaucoup, je pense, faire gagner en légitimité, d'abord en confiance en soi, parce qu'on sait ce qu'on sait faire et ça permet aussi d'avoir moins peur de dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas encore ou alors de dire qu'on a des ressources pour pouvoir, aller trouver une réponse. Alors quand je dis des ressources, ça peut être des ouvrages, ça peut être un ou une collègue, ça peut être, je pense aux gens qui sont abonnés au labo Corps et Savoir et on peut chatter ensemble, avoir des réponses comme ça. Donc ça peut être momentanément beauté en touche, tu vois? Vis-à-vis des personnes, de dire: «Ça je sais pas, mais je me renseigne» ou de pas avoir peur de dire: «Ça je ne sais pas», parce qu'on sait dire ce qu'on sait aussi et donc le plus on se stabilise sur ces endroits-là, le moins on a peur de dire: «Bah, ça c'est moins mon domaine, je connais pas» et on a moins peur de le dire aussi parce que la personne en face, petit à petit, elle va savoir qu'on a des champs de compétences, heu clairs, tu vois? Qui ont du poids, en fait. Oui, de toute façon, il y a pas de secret, c'est, le temps qui fait bien les choses. Il faut laisser faire le temps et là, en fait, le manque de confiance, pour arriver à le gagner, bah, déjà, c'est les préjugés qui, créent le manque de confiance, en nous et du coup, faut casser un peu, tous les stéréotypes parce que c'est ça le grand problème, en fait. Mais tu sais, les stéréotypes, je pense qu'on les a beaucoup intégrés. Tu sais, c'est comme le patriarcat intégré, le racisme intégré ou même des personnes racisées peuvent faire preuve de racisme. Tu vois, on l'a tellement intégré, on baigne dedans, tous et toutes. Et ben, cette fameuse phrase d'une personne qui, à la fin d'un stage, vient me voir et me dit: «Mais vous êtes aussi formatrice, vous êtes» tu vois le lapsus, qui me dit, «Vous êtes aussi kiné ou vous êtes que formatrice?» Elle dit beaucoup cette phrase-là, comme si être formateur, alors que c'était un stage d'anatomie. Tu as pas besoin d'être kiné pour donner un stage d'anatomie. Tu as besoin de bien connaître l'anatomie et de bien savoir la transmettre. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à foutre avec les compétences d'une personne qui est kiné? Bah, non, en fait, c'est des métiers qui sont différents. Par contre, moi je vais pas faire ce qu'un Winkiné fait, parce que c'est pas mon job. Mais être prof, c'est pas le métier d'un Winkiné, c'est pas le métier d'un ou une médecin, c'est pas le métier, d'un ou une, ce qu'on veut, ostéo, infirmière, n'importe quoi. Donc c'est de vraiment, réhabiliter nos métiers, mais à commencer par, le faire pour nous-mêmes. De se dire: «Je j'ai un parcours, j'ai fait des études, j'ai» presque même, tu sais, ça me fait penser aux pilotes qui chiffrent leurs heures de vol.
Bah, de se dire: «On devrait faire ça pour le nombre de cours que l'on donne». Mais c'est monstrueux, en fait, à la fin d'une année quand on est prof. C'est énorme entre les ateliers, les cours, la préparation, c'est monstrueux et c'est aussi très vrai, ce que tu disais tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus, pour terminer, le fait d'avoir une personne qui est stagiaire ou une étudiante qui vient voir nos cours, un tutorat, qu'importe, une personne tutorée en tout cas. Parce que ce regard extérieur de la personne qui va dire: «Eh mais Laurine, pourquoi tu as fait comme ça? Eh mais Anne, eh mais qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi tu as donné telle consigne? Comment tu as fait ça?» et cetera. Tu sais ce que ça change en fait? Ça change pas les savoirs, les savoir-faire, hein, on les avait. Ça change le niveau de conscience. C'est qu'on est davantage conscient et consciente de ce qu'on était en train de faire, de ce qu'on sait faire, de pourquoi on a choisi de faire ça, de tiens, ça c'était peut-être un petit peu hasardeux, la prochaine fois je ferai peut-être un peu mieux. Mais en fait, on dirait un slogan politique, mais je dis souvent cette phrase, c'est que la conscience, c'est le début du changement. Pour pouvoir changer, il faut aussi avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, des endroits qui sont à travailler. Et c'est vrai que le fait d'avoir un regard extérieur, pas forcément, parce qu'on suit, un accompagnement avec Anne de Brilly, mais parce qu'il y a il y a une petite personne, hop, avec une petite voix qui vient nous voir, pourquoi tout petit? Je sais pas, dans nos cours et qui vient dire: «Mais pourquoi est-ce que là tu as fait ça?» Et donc on va creuser sur nous-mêmes quoi, augmenter le niveau de conscience. Est-ce que ça te parle? Et puis, je veux bien savoir aussi et que tu partages avec, les auditeurs, auditrices du podcast, qu'est-ce que tu retiens de ce mini accompagnement individuel, de cette séance Le Déclic ensemble? Alors prendre conscience, moi ça me plaît beaucoup parce que vraiment dans mon livre, c'est le titre, c'est «Corps éveillé». Donc c'est prendre conscience de qui est son corps, que c'est notre meilleur ami, c'est ton partenaire de vie et lui, il subit tout ton parcours, depuis que tu es né, tous tes aléas de vie et personne s'en rend compte et tout le monde se demande aujourd'hui pourquoi on vit de telle manière ou d'une autre manière et pourquoi ça tombe sur moi et les personnes se remettent pas en question de par où ils sont passés dans le passé et du coup, pareil, pour nous-mêmes, prendre conscience, de nos savoirs et savoir-faire, ce que tu as dit. Donc je retiens qu'il faut vraiment arriver à lister ou alors à travers une personne, une amie qui vient voir, qui puisse relever, un parent, une stagiaire et ça fait prendre conscience de ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Donc ça aide énormément. Enfin moi, en tout cas, ça m'a réveillée. Et on apprend aussi, il y a pas de secret à force de pratiquer parce que, apprendre les théories, c'est une chose, mais pratiquer, ça aide à mémoriser et à comprendre autrement. Voilà et du coup, ouais, ne pas avoir peur donc de se vendre, attendre bien que les personnes acceptent le retour. Donc aller voir un spécialiste si ça les rassure et ensuite qu'ils fassent un retour et nous, on peut rajouter une petite touche. Aussi, quand on parle pendant nos cours, on peut, comme tu as dit, apporter, une théorie anatomique et ensuite expliquer en vulgarisant, de manière ludique ensuite, pour que ça soit plus simple à retenir et qu'ensuite ils peuvent le raconter, dans leur vie privée. C'est beau, c'est du pain sur la planche, mais en même temps, je trouve que c'est savoureux à faire et puis c'est un beau voyage humain, de soi avec soi-même, de soi vers l'autre et puis de l'autre qui va pouvoir petit à petit, voyager vers lui-même, hein. Travailler à ton propre et à notre propre niveau de conscience et de confiance, tu vois? J'ai failli dire les 2 mots en un et puis après de pouvoir le transmettre et surtout de donner à l'autre qui nous fait face une lisibilité sur ce que l'on est en train de faire. Pas seulement sur le contenu que l'on amène, mais sur la façon qu'on a d'amener le contenu, parce qu'il se situe là, nos savoir-faire. Merci beaucoup en tout cas, Laurine, pour ta confiance. Merci d'avoir, accepté, de révéler des endroits qui pourraient être considérés comme, potentiellement, des failles ou des endroits de vulnérabilité. C'est un mot que moi, vulnérabilité, je n'emploie jamais parce que je pense que la légitimité, elle vient aussi du fait qu'on sait dire qu'on ne sait pas. Oui, merci Anne. En tout cas, ça fait beaucoup du bien d'en parler. Comme tu parles de vulnérabilité, c'est vrai que ça peut être, gênant d'en parler, mais c'est tellement une problématique énorme aujourd'hui
que, c'est important que tout le monde puisse en prendre conscience. Donc que cette écoute soit à la portée de tous et pas forcément des personnes qui enseignent, mais aussi des personnes comme les adhérents ou les pratiquants. Voilà, qui comprennent un peu, ce qu'on vit, parce qu'on peut pas comprendre l'autre tant qu'on le vit pas. Donc heu, donc je pense que ça peut apporter à tous et rassurer, les autres, comme moi qu'ils sont pas tout seuls. Voilà, on se soutient et puis on va y arriver et on va casser les stéréotypes. Oui, c'est ça qu'il y aurait à retenir, c'est très beau. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à vous, chacun, chacune, pour votre écoute, votre fidélité. Je serais très curieuse de savoir ce que vous retenez de cet épisode Le Déclic avec Laurine au sujet de la légitimité. Vous pouvez le laisser en commentaire sur Spotify et aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt. Le Déclic. Si ce format d'épisode résonne avec ta pratique, qu'il met en lumière tes propres questionnements, et surtout s'il révèle ton envie d'avancer, je te propose de bénéficier d'un accompagnement individuel. Un espace sécure, sur mesure, qui répond à tes besoins spécifiques pour prendre le temps de faire grandir ta pédagogie avec rigueur, finesse et humanité. Contacte-moi via mon site www.annedebreilly.fr.